Bonjour, on va commencer une interview pour Propsy. Alors, aujourd'hui, je vais faire un peu les présentations. Alors, je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis vice-président de Propsy. Caroline Fanciullo, qui est psychologue, présidente de Propsy, promouvoir, réunir, organiser la profession. Elle est doublement masterisée en tant que psychologue en France. Et aujourd'hui, on va recevoir une invitée qui va particulièrement nous intéresser, qui s'appelle Kuluine Andriani-Lena. Donc, je vais vous présenter. Pauline, vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous êtes présidente de l'Ordre national des psychologues de Madagascar. Vous êtes diplômée depuis 2010 de l'Université de Paris-Ouest. Vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon, pour un nouveau jargon, brain spotter certifié. Vous êtes praticienne EMDR. Vous êtes également chargée de cours au sein du département de psychologie de l'Université catholique de Madagascar et à l'université d'Antananarivo. Vous travaillez principalement avec les enfants et les adultes. Ça va tout à fait. Alors, oui, c'est ça? Pas d'erreur? Ok. Pas d'erreur. Je vais laisser peut-être Caroline nous présenter un petit peu Propsy, parce que c'est l'occasion de parler de cette jeune association. Alors, Propsy, du coup, c'est une association qui regroupe l'intérêt pour la psychologie et pour les psychologues qui s'intéressent du coup à la place de la psychologue dans la société. Là, ce qui nous intéresse avec vous aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu comment les psychologues à Madagascar ont pu prendre leur place, quelle place leur a été proposée. Voilà, donc de pouvoir donner la voix aux psychologues dans leur lieu d'exercice et plus largement sur le plan social pour comprendre un petit peu les pratiques. Ça vous va? On va commencer avec une première question introductive parce que je pense qu'à Madagascar, on connaît un petit peu plus la situation, en France légèrement plus, et que pour les Français, il y a peu de connaissances sur votre pays, sur le fonctionnement de votre pays. Il faut savoir, pour la petite parenthèse, que vous avez une partie de votre formation à l'université en France, notamment à Nanterre. Donc, vous allez pouvoir nous éclairer plus facilement sur les différences culturelles et de fonctionnement entre les deux pays. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du statut des psychologues et de la psychologie à Madagascar? Pour rappel, le pays a pris son indépendance en 1960, donc ça fait 61 ans que vous êtes indépendant. Donc, on aurait aimé savoir d'où vous partez sur le plan de la psychologie et puis vers où vous allez. D'accord. Alors, il y a eu déjà des psychologues qui ont pratiqué il y a 40 ans. Ils venaient notamment de l'Europe, de l'ancienne Union soviétique, mais il y avait également des missionnaires religieuses qui venaient du Canada. Donc, il y a 15 ans, il y a eu une collaboration avec l'Université de Sherbrooke du Canada pour monter l'Université catholique et ouvrir la filière de psychologie. Et il y a eu une première promotion qui en est sortie en 2016. Donc, il y a un laps de temps parce que par manque de professeurs, on attendait toujours l'intervenant des missionnaires canadiens. Et c'est pour ça que ça a pris plus de temps pour sortir les premiers psychologues de l'Université catholique. Donc, entre-temps, il y a eu des psychologues qui ont étudié à l'étranger et qui sont revenus au pays pour étoffer un peu cette équipe de psychologues. Et donc, en 2006, il y a eu quand même une vingtaine de psychologues qui ont essayé de promouvoir le travail du psychologue à Madagascar, à travers les médias, à travers leurs activités personnelles. Par rapport à la place de la psychologie, donc, comme je vous ai dit, petit à petit, on a fait de la vulgarisation. Au niveau scolaire, il y a déjà une acceptation parce qu'il y a pas mal d'orientations. Au niveau médical aussi, par rapport à toutes les prospections qu'on a fait, on voit des professionnels qui nous orientent des patients. Et sur le plan professionnel, au niveau des entreprises, il commence à y avoir des demandes par rapport à la normalisation avec les différents ISO qu'il y a dans les entreprises. Par contre, les idées reçues, elles persistent encore, hein. Par exemple, sur le mélange du rôle du psychologue et du psychiatre, sur les préjugés, sur la folie, que voilà, que ceux qui vont chez les psychologues sont fous. Ça, c'est encore bien ancré. Il y a encore la prépondérance des soins traditionnels et des soins confessionnels qui sont parallèles avec les soins psychologiques.
Néanmoins, quand même, l'État prend conscience de l'importance du métier des psychologues et il nous appelle assez régulièrement, progressivement, à participer dans leurs différentes actions, par exemple pour l'élaboration des plans nationaux de la santé mentale, pour la mise en place des psychologues dans les centres de rééducation, de centres de réadaptation, par exemple pour les sensibilisations de masse, pour les journées mondiales de la santé mentale, pour la journée de l'épilepsie, pour les interventions également dans les milieux carcéraux, par exemple. D'accord. Juste une petite question, juste pour préciser, parce que quand vous racontez ça, moi j'ai l'impression que toute la place est ouverte par les pouvoirs publics. Est-ce que les psychologues ont fait cet effort-là ou finalement, moi, presque à vous écouter, j'aurais l'impression que c'est les pouvoirs publics qui ont besoin des psychologues. Et peut-être que les psychologues ont essayé de se faire une place aussi. Oui, c'est à double sens, c'est-à-dire que nous, on essaie de faire connaître notre métier, mais eux Ouais. aussi, ils essaient de nous introduire en fait dans le système de santé, notamment d'abord, pour justement sensibiliser et faire connaître le métier des psychologues, mais pour aider aussi la population en fait. Hmm. D'accord. Et J'ai une donc, question oui. par rapport à ce que vous disiez au niveau des différences d'approche. Donc, vous avez bien déjà distingué le psychologue, le psychiatre et d'autres approches qui sont un peu plus liées à la culture. Comment Mhm. vous introduisez cette différence-là auprès de la population? Comment vous parlez du métier? C'est-à-dire que nous, quand on fait des sensibilisations ou quand on fait des petites formations, on montre aux gens que voilà, qu'il y a ces différentes prises en charge. Par exemple, au niveau culturel, on a les guérisseurs, au niveau confessionnel, où ça a encore une grande place, où ça peut être un soutien. Et donc, nous, on axe sur le côté, on n'entre pas dans la confession, mais on peut être un support pour vous pour trouver, pour vous aider à dénouer une situation particulière ou alors pour d'autres prises en charge moins culturelles en fait. Et comment c'est accueilli, du coup, cette proposition par rapport aux racines, j'ai envie de dire, un petit peu plus traditionnelles? Enfin, comme nous, on a accès d'abord sur le scolaire, donc ça passe très bien parce que c'est l'école qui oriente, donc ça passe plus facilement. Par rapport au médecin, c'est pareil, si le médecin, il dit, vous devez consulter pour vous aider, ça passe aussi. Mais les sensibilisations générales, c'est là qu'on a quand même de, un peu de mal, dans le sens où il y a toujours cette question, oui, mais on n'est pas fou, oui, mais on n'en a pas besoin, on a la culture. Et donc, nous, on aborde dans le sens, oui, il y a la culture, mais justement, on essaie de relier la culture avec la santé psychique pour que la personne aille mieux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne renie pas la culture, on ne renie pas les autres techniques, mais que ça peut être une aide supplémentaire pour le développement de la personne. Et si je comprends bien, c'est aussi par une validation par l'école ou par les médecins qu'on peut plus facilement être en confiance pour pouvoir vous rencontrer, quoi. Oui, pour l'instant, mais maintenant, ben, il y a beaucoup plus d'initiatives personnelles. Ouais. C'est simplement une introduction finalement, c'est pas une prescription, c'est plutôt vous faire la place en la reconnaissant avec un autre professionnel qui est déjà lui bien identifié par le public. Oui, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de prescription et de prise en charge ici, donc c'est vraiment une orientation. Mhm. Ok, Tu as fini sur ta question, oui, Caro? tout à fait. Bah là, je trouvais que c'était intéressant en effet de rebondir. Ouais. Ouais. Mhm. On va aller un peu sur les pouvoirs publics alors, si ça te convient. Il y a encore peut-être la dernière question où on en est maintenant. Ouais. Donc, on est parti de 5 psychologues il y a 40 ans, hein. Donc, maintenant, on est 40 membres à l'ordre actuellement. Il y en a encore un ou deux réticents, mais on y vient et qui intervient dans tout le territoire de Madagascar. Donc, là, il y a 3 régions dans lesquelles il y a vraiment des psychologues permanents. Sinon, les autres interviennent par mission. Et nous tablons sur une dizaine de psychologues chaque année
avec ceux qui sortent de l'UCM et ceux qui reviennent de l'étranger. Il y a les consultations en milieu hospitalier, en cabinet privé et dans les entreprises. Oui, et puis vous m'aviez dit qu'il y avait dans la fonction publique très peu de psychologues chez vous, c'est ça? Pour l'instant, il y en a une. Ouais, il y a une seule psychologue dans tout Madagascar qui Tout est Madagascar. embauchée par la fonction publique. Donc, Voilà, prioritairement, c'est de l'associatif ou du privé. On retrouve les psychologues à Madagascar. Ce qui, voilà. ce qui, par rapport à la France, semble une situation inversée où, au départ, l'idée était d'être en contact directement avec la population, notamment par la fonction publique. Et vous, c'est un mouvement inverse. Et vous Voilà. m'aviez également dit auparavant, quand on avait un peu échangé, que les psychologues étaient surtout centrés sur les grandes villes et qu'en milieu rural, bah, alors là, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Oui, Ouais. Ok. Ce qui en même temps va de pair avec le fait enfin, sur la représentation du psychologue. C'est-à-dire que si à l'hôpital, on ne voit pas de psychologue, ou si en dehors des grandes villes, on n'en voit pas, ça risque peut-être d'être compliqué que la population se fasse à l'idée que le psychologue puisse servir à quelque chose, avoir une place, avoir des fonctions qui sont assez reconnues. Ouais. non. Par contre, les gens, ils viennent dans les grandes villes Mhm. pour voir les psychologues. Donc, il Ouais. y a quand même, ils savent quand même l'importance de ce travail-là. Et c'est pareil comme tous les médecins spécialistes, hein, les gens viennent de la campagne, des autres régions Mhm. pour la capitale. Ok. Après, Ok. peut-être que ce que ça souligne du coup au niveau hospitalier, c'est le lien entre la prise en charge, on va dire plutôt somatique, organiciste et la prise en charge psychique. Et du coup, finalement, la liaison entre les deux, la coordination médecin-psychologue au sein du service médical, finalement, et ça pose peut-être la question du type de prise en charge médicale euh, sur l'île à Madagascar. Mhm. C'est-à-dire, C'est-à-dire, j'ai du mal à me représenter en fait comment fonctionnent les services de santé et quelle place est faite au sein des services. Alors, je ne sais pas, que ce soit les urgences, la pédiatrie, l'oncologie ou autre. Alors, je ne sais pas justement quels sont les types de services qui existent dans les hôpitaux malgaches. En tout cas, en France, on a quand même une place très importante, les psychologues, au sein des services médicaux, mais avec toute la question de à quel moment va intervenir le psychologue, vous voyez, est-ce qu'il intervient en urgence, est-ce qu'il intervient en poste-soin, qu'est-ce qui se joue au niveau de la souffrance psychique liée à l'atteinte de santé. Voilà, donc du coup, c'est vraiment une question complètement ouverte parce que je ne me représente pas du tout quelle est la prise en charge médicale et du coup la coordination entre les deux. d'accord. Alors déjà, on n'a pas de prise en charge en urgence puisqu'il n'y a pas de psychologue dans les hôpitaux. Mhm. Donc, nous, c'est plus vraiment euh, post-événement que l'on intervient. Euh, Mhm. pour vous dire, dans les grandes régions, il y a au moins un psychiatre et un interne qualifiant. Donc, c'est eux qui font la prise en charge de la santé mentale. Après, si c'est très difficile ou qu'ils n'ont pas le temps avec toute la sollicitation dont ils sont obligés, hein, ils orientent vers des psychologues en privé. C'est plus dans ce sens. C'est pour ça que je dis qu'on est plus en post-intervention que en urgence. C'est-à-dire que peut-être aussi pour nous, Français, sachant qu'on est en nombre beaucoup plus important que vous par rapport à la population, c'est difficile à se représenter le fait qu'il n'y ait pas un seul psychologue à l'hôpital, déjà. Caroline, je Mhm. pense qu'il y a un Ouais. effort qui est sur le coup qui peut être un peu… Enfin, il faut se le représenter. Et puis, je pense même qu'avant de se poser la question de la place par rapport à la médecine, c'est que bah, déjà, il n'y a pas de sous, donc il n'y a pas de poste, donc il n'y a pas de psychologue qui rencontre les patients au lit, qui est là en réunion interdisciplinaire, qui va faire les transmissions avec le médecin, et qui va pouvoir accompagner un patient durant une hospitalisation ou une réadaptation, une réhabilitation, etc., quoi. Donc, c'est vrai qu'on est… ça change profondément la représentation qu'on peut avoir du psychologue. Mais quand il y aura des fonds, probablement qu'il y aura d'autres choses à penser pour le psychologue, il y aura de nouvelles places à inventer, quoi. Mm.
Mais par exemple, Ouais. quand vous dites sur le service oncologie, il y a un hôpital qui travaille avec une ONG et donc il y a un psychologue qui travaille à l'hôpital dans le service d'oncologie pour soulager la souffrance et les douleurs des patients. Dans les hôpitaux privés aussi, il y a une psychologue qui travaille au chevet des malades et des familles. Mais ça, c'est au niveau privé. C'est-à-dire que ce qui veut dire d'une certaine manière, certainement qu'on peut être prêt à reconnaître la place sans souci, mais Mhm, c'est du privé ou c'est de l'associatif par les ONG ou c'est à oui. travers l'école ou c'est en libéral, Mhm. mais en fonction publique. Toute la fonction publique qu'on peut imaginer, par exemple française, ne serait pas dotée d'un seul psychologue. Donc, il y a aussi Non. une question financière là-dedans qui est importante, quoi. Ouais, Oui, c'est ouais, toujours ce point-là qui freine, en fait. ouais. Et puis là, on parle de fonction publique hospitalière, mais du coup, nous, Pas on tout a le reste. plusieurs fonctions publiques, que ce soit territoriales, que ce soit dans la justice, enfin voilà, les différents. Donc, Alors, quand il y vous, a à travers l'école. Voilà. voilà, vous disiez le Oui. système éducatif, c'est la seule fonction publique finalement dans laquelle il y a une place déjà située. Ah non, les écoles, elles sont privées Quand c'est ici. privé, c'est ce que j'allais reprendre, je me suis rendu compte, c'est dans les écoles, ils sont privés. Dans Les les écoles hôpitaux, sont ils sont privées. privés. Dans les cliniques, ils sont privés. Voilà. Donc, C'est-à-dire que les écoles, ici, il y a une grande... en fait, il y a plus d'écoles privées que publiques. Et c'est dans les écoles privées qu'il y a des psychologues scolaires qui sont embauchés, en fait, hmm. Le psychologue est un luxe pour l'instant. Voilà. pour l'instant. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que j'ai entendu que le salaire moyen, quand même, malgache, était très bas. Oui. Et du coup, ça m'a posé la question de l'accès à la consultation. Alors peut-être qu'on anticipe, je ne sais pas si on avait dans le déroulé ces questions-là, je crois même pas. Non. Mais du coup, non, on l'avait pas ces questions. Mais du coup, la question de l'accès finalement aux soins, puisque du coup, il n'est pas public. Il y a une intervention, donc là, dans ce que vous dites avec une ONG, quand c'est en milieu hospitalier. Donc enfin, quel type de patient finalement arrive à accéder à vos consultations du coup? En fait, les consultations, les psychologues, on n'a pas de tarifs réglementés, en fait. Mhm. Donc, les psychologues fixent vraiment leurs tarifs par rapport à leur patientèle. Mhm. Et oui, effectivement, ça paraît relativement cher par rapport euh, à la capacité des personnes, mais on réoriente vers la psychologue qui est fonctionnaire pour les personnes qui n'ont vraiment pas de moyens. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'ONG qui travaillent avec la population et c'est eux qui embauchent en fait les psychologues et qui donnent accès aux soins aux personnes qui ont des difficultés financières. Mhm. OK. Ouais. On travaille beaucoup à travers les ONG aussi. Et puis, Donc, bien sûr, il y a beaucoup de bénévolat aussi dans notre travail. elles sont très présentes du coup, les ONG à Madagascar. Oui, beaucoup. Mhm. Je- Et puis, les diverses associations qui s'occupent, par exemple, des enfants avec des difficultés, avec les enfants orphelins ou la réinsertion des femmes. Donc, on travaille beaucoup aussi à travers ces ONG. Mhm. Ok. On voit qu'il y a vraiment un décalage hein, par rapport à ce qu'on connaît du coup en France. C'est pas du tout la Oui. même cartographie et le même exercice des psychologues. Mhm. Mhm. je vais vous poser un peu une question donc là, qui est plus centrée sur les pouvoirs publics. En 2018, il y a eu un arrêté à Madagascar interministériel qui a fixé la création du Conseil de l'ordre des psychologues. Mhm. Et élément intéressant, il est rattaché au ministère de la Santé publique, mais il est Mhm. aussi rattaché au ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Oui. Donc, on est sur de l'interministériel. Alors, on s'est demandé pourquoi ce choix de deux ministères, si vous pouviez nous donner un petit peu votre avis là-dessus, et comment se Mhm. coordonne la discussion entre ces deux ministères.
En fait, il nous a semblé évident de faire appel à ces deux ministères parce que le travail du psychologue ne se limite pas seulement à la psychologie clinique et la santé mentale. Il y a tout ce qui est psychologue communautaire qui travaille beaucoup ici, tout ce qui est organisationnel au niveau des entreprises, tout ce qui est psychologue du travail qui sont plus du domaine de la ministère de la Population, en fait. Et donc, ça nous a semblé vraiment évident pour inclure tout le monde, en fait. Par rapport à la coordination des discussions, ben, en fait, c'est toujours nous qui faisons le va-et-vient entre les deux ministères pour les partenariats. Sinon, chaque ministère a ses objectifs, donc ses partenaires aussi, et on travaille vraiment au cas par cas. D'accord. Donc, Ok. vous arrivez à coordonner vous-même à l'intérieur de l'ordre des psychologues les missions que le ministère, enfin que chacun des ministères va accepter que vous puissiez avoir en délégation. C'est par vous que ça passe en fait. C'est pas Oui, eux oui. qui font une synthèse, c'est vous qui Oui, oui, faites. en fait, ils vous envoient un peu les demandes, que ce soit des missions ponctuelles ou des missions plus longues, plus pérennes. Et après, nous, on diffuse en fait au niveau de l'ordre. Et après, il y a des réponses personnelles ou alors les réponses, ce sont des personnes qu'on envoie à travers des missions de l'ordre. D'accord. Ça vous permet de couvrir les différents champs de la psychologie. Du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de psychologie du travail notamment. Euh, Mhm, Psychologie, donc là, dans la santé, dans l'éducation. Donc, ça vous mhm. permet, si je comprends bien, de couvrir mais toutes les disciplines de Oui, la voilà, tout le psychologie. champ de la psychologie. Hmm. Bon, c'est un peu la question qui se débat de manière Oui, très vive en France en oui. ce moment sur le rattachement au ministère et les évolutions, avec Mhm, cette question de la pluralité des exercices. Et mhm. donc, vous, finalement, vous avez trouvé une voie qui est plurielle avec une Oui. coordination de plusieurs ministères. Mhm. Et ça pose pas de difficulté, ça se passe de manière assez souple pour vous. Il n'y a pas de Dans contrainte. quel sens, ça? En fait, on pourrait imaginer qu'il faudrait, enfin, en tout cas, nous, c'est un peu la problématique en France, les psychologues veulent être attachés à un seul, enfin, on est en fait dans cette lignée, on a toujours été rattachés qu'à un seul ministère, Mhm. ce qui est assez curieux d'ailleurs, vu la pluralité des exercices. Oui. Mhm. Chez vous, ça fonctionne, il y a cette ouverture-là, quoi. Oui, oui, comme je vous ai dit, voilà, il n'y a pas que les psychologues cliniciens. Alors que si on va juste au ministère de la Santé, il n'y a que la santé mentale. Alors qu'il y a toute la prise en charge communautaire, tout ce qui est organisationnel, qui n'est pas forcément dans la santé mentale. Et de toute façon, le ministère de la Santé n'a pas accepté de prendre seul cette responsabilité pour justement englober tout le monde. Hmm. Est-ce Comme que ça, ça moi, on ne fait permet pas de de... jaloux. Comment? Pardon? Comme ça, on ne fait pas de jaloux. Est-ce que ça permet, oui, et du coup, peut-être il y a une question de moyens, de pouvoir allouer des moyens financiers à partir de chacun des ministères, finalement, de ne pas se limiter à une Mhm. seule enveloppe budgétaire qui serait Aussi, Hmm. aussi. du coup... hmm, Donc, l'idéal serait d'accord, d'être c'est attaché à intéressant. tous les ministères, alors. Ah oui, je vois Oui, bien le mais après, ça ministère du pose. sport. Oui, le ministère du Sport nous sollicite déjà aussi parce que comme il Voilà. travaille beaucoup avec les jeunes, donc pour faire les sensibilisations, pour accompagner les athlètes, donc oui, il y a aussi cette demande. Donc, on est D'accord. beaucoup plus en avance à Madagascar qu'en France sur le point qui intéresse Caroline, à savoir la psychologie et le sport. Voilà. Oui, j'ai l'intérêt sur le soin et le sport, mais plus largement, en fait, là, c'était une aparté, mais sur ce qui nous intéresse au niveau de l'organisation Propsy, c'est vraiment d'être dans la diversité des pratiques. Mhm. Voilà, et on s'est rendu compte qu'il y a cette difficulté de nombreux psychologues, finalement, à pouvoir avoir une place. Alors, du coup, elle est peut-être à redimensionner hein, en vous écoutant, mais Mhm. d'avoir une place légitime dans son champ d'exercice. Oui. Et du coup, on voit bien que quels que soient les domaines, on retrouve les mêmes questions. Donc Mhm. finalement, c'est intéressant d'écouter votre expérience avec cet accès direct à des interlocuteurs qui sont peut-être plus spécialisés déjà dans un domaine social dont ils ont la charge et Mhm. avec lequel finalement le psychologue est peut-être plus ajusté pour pouvoir faire le lien avec la réalité de terrain aussi et sa pratique, quoi. Mhm. Mm. Oui. Hmm. Ok.
Très bien. Tu avais des questions, Caroline? Je te laisse peut-être continuer un peu. Alors, si on déroule sur la prochaine, donc là, on a fait les pouvoirs publics, hein. Mhm. Oui, alors ça embraye un petit peu sur la question de la place des psychos et le projet comme ça de rassembler. Vous, Mhm. vous êtes parti sur un ordre des psychologues. Donc, on Oui. se posait la question de savoir comment le projet de création de l'ordre est-il né. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette organisation-là? Pourquoi un ordre? Mhm. Peut-être je déroulerai les autres questions après, déjà, vous permettre de répondre à ces deux questions-là. Mhm. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, on a vraiment essayé de vulgariser notre métier, hein, mais c'est toujours à double tranchant. Donc, permet une meilleure connaissance de notre métier, mais ça permet aussi aux charlatans de développer leur exercice. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dits psychologues, qui forment des psychologues, qui font des formations hebdomadaires en psychologie. Donc, ça nous a fait tilter dans le sens où, voilà, nous, on essaie de faire les choses bien, et puis il y a des choses parallèles. On retrouve des patients vraiment très, très, très dissociés parce qu'ils sont allés vers ces personnes, justement, qui n'ont pas de connaissances sur le fonctionnement psychique. Et donc, sans l'aide des ministères et la sortie du décret, nous ne pouvions pas faire de contrôle sur ces activités-là et pourtant qui peuvent vraiment nuire à la santé mentale de nos compatriotes. Donc, au départ, nous étions 12 psychologues. On avait fait une association pour que notre voix soit plus entendue au niveau des ministères. Et donc, ces 12 personnes sont constituées d'anciens, ceux qui étaient là déjà il y a 40 ans, de nouveaux qui sont installés, mais également des diplômés de l'Université catholique. Donc, la difficulté pour nous, déjà, c'était comment rallier ces personnes-là. Parce qu'il faut savoir il y a 30 ans, il y avait déjà une, une idée de monter cet ordre, mais ils n'ont pas pu ils n'ont pas su trouver un bon compromis, en fait. Et donc, à partir de l'association, on a fait un plaidoyer au niveau des ministères et après, on a fait la création de l'ordre. Alors, j'ai deux questions là qui émergent du coup de vos explications. Donc, si je comprends bien, le souci de la création de cette organisation professionnelle qui donc est devenue un ordre a débuté à l'endroit où il y avait des troubles psychopathologiques chez des patients Mhm. qui étaient pris en charge d'une manière qui vous inquiétait. Donc, en fait, si on recentre vraiment le point de départ, c'est la protection de l'usager, là, qui a été À le levier travers, finalement de préoccupation. à travers la question, moi j'ai noté l'expression qui a été utilisée, elle parlait de contrôle des pratiques, à travers l'exercice. Pas tant à Oui. travers la question du diplôme, mais à travers la question de qu'est-ce que fait l'autre et puis qu'est-ce qu'on fait nous finalement. Et on reçoit Mhm. des gens communs. Mhm. Et finalement, il y aura une sorte de concurrence sur un terrain qui serait le même, Mhm. quoi. Hmm. Oui, 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 oui. Alors, il y a Oui, mais l'articulation. il y a aussi des personnes qui n'ont pas de diplôme, en fait, qui se disent psychologues. Et c'est ça qui nous a fait tilter et qui a fait que voilà, il faut vraiment contrôler ces personnes-là. Et il n'y a qu'à travers le ministère qu'on peut le faire parce que eux, ils peuvent faire des contrôles avec nous, en fait. Alors, vous êtes en train de dire que des gens ont utilisé le titre de psychologue, il n'est pas protégé au niveau légal à Madagascar? Ben, avant, non. Avant la création de l'ordre. D'accord. Donc en fait, là, on a, nous, un décalage. C'est-à-dire que nous, le titre est protégé. En revanche, on n'a pas d'organisation d'État. Euh, Mhm. Vous, vous avez une organisation d'État, mais le titre n'est pas protégé. Mais en tout cas, le point de départ, ça a été la protection du public au travers de Oui. l'exercice de Mhm. la psychologie. Vous n'avez pas mentionné de la psychothérapie. Bah, Euh, justement. Mhm. Oui, oui, continuez. donc j'imagine que le titre de psychothérapeute n'est pas protégé non plus. Si, si, on l'a mis où, voilà, il n'y a que l'ordre des psychologues qui gère les psychologues et les psychothérapeutes. Pendant la création, on avait mis que seuls les médecins
médecins généralistes et médecins psychiatres et les psychologues peuvent porter le titre de psychothérapeute. Donc ça a été encadré suite à votre travail, suite à la création de l'ordre. Voilà, oui. Mais au préalable, ça n'était pas légiféré. Non, du tout. D'accord. Donc c'est parti d'un souci de prise en charge des patients. Donc c'est une question professionnelle et éthique. Et ensuite, s'est développée du coup la question de l'encadrement de la pratique. Mais vous avez défini le titre de psychothérapeute, le titre de psychologue. Et est-ce que vous avez réussi à définir l'exercice de la psychologie et de la psychothérapie? On est parti dans le sens où... attendez, est-ce que j'avais mis ça? Oui, c'est-à-dire que pour rentrer dans l'ordre déjà, on a dit minimum licence et master en psychologie, pas ou licence quelque chose et après un master en psychologie, et les 500 heures de stage de pratique supervisée. Donc ça, c'est le minimum. S'il n'y a pas ça, on ne prend pas dans l'ordre. Et au niveau de la psychothérapie, c'est vraiment toutes les techniques sont autorisées tant que c'est reconnu. Tant que c'est reconnu, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de légal. Et seuls les médecins et les psychologues peuvent porter le titre de psychothérapeute. Alors attendez, parce qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet du titre du praticien et ensuite il y a la pratique qu'il utilise. Donc quand vous dites que vous avez du coup identifié les pratiques qui sont reconnues, comment vous vous y êtes pris? Les pratiques, c'est vraiment par rapport, voilà, c'est une institution qui est connue quand même, mais pas juste, voilà, on a fait 3 jours de formation et donc on est hypnothérapeute ou alors on a suivi une sensibilisation et on peut être spécialiste de l'hypnose ou autre chose. Donc, il y a quand même une institution, voilà, on a un diplôme, on peut vérifier. Donc, en fait, c'est par l'identification de l'organisme formateur que Oui. vous encadrez la définition d'une pratique, donc du coup professionnelle, utilisée par un psychologue ou psychothérapeute ou médecin psychothérapeute. Donc, en fait, vous avez le titre du praticien et l'identification de la formation qui, elle, est reconnue. Donc, c'est votre Voilà. manière à vous d'encadrer la pratique de la psychologie ou de la psychothérapie. C'était la manière la plus concrète possible qui peut être envisagée, en fait. Il y a un élément important aussi, et qui, je pense, découle du fait qu'il y ait, enfin, moi, je l'imagine comme ça, vous allez me dire si c'est comme ça que vous le voyez, mais une sorte de tutorat ou de supervision un peu par l'histoire canadienne et par les partenariats. Parce que, si je ne me trompe pas, la psychothérapie est un champ qui est encadré prioritairement par les psychologues, comme c'est le cas avec l'Ordre des psychologues au Québec, qui peut intéresser les psychiatres, mais qui n'est pas maintenu par la médecine, qui est prioritairement un objet que les psychologues tiennent, le statut et l'exercice de la psychothérapie. Ce qui n'est pas négligeable, puisqu'en France, on sait que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Vous me confirmez que c'est à peu près ça, alors? Enfin, que c'est ça. Oui, oui, Ouais. c'est à peu près. Mais nous, la différence juste, c'est que les psychiatres et les psychologues assistent généralement aux mêmes formations et utilisent les mêmes pratiques. Donc, c'est pour ça que nous, on a vraiment mis les médecins et les psychologues. En fait, on s'est basé sur le modèle canadien et sur le modèle suisse aussi, qui fait ça, voilà, que les médecins et les psychologues. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus, parce que je pense que toutes les personnes qui éventuellement regarderont cette vidéo ne connaissent pas forcément ces modèles-là, de développer un petit En fait, on s'est vraiment basé sur, par exemple, sur le modèle canadien, hein, parce que comme a dit Maximilien, c'était vraiment notre modèle. Voilà, pour éviter justement les polémiques. Voilà, nous aussi, on voudrait être dans l'ordre, alors qu'on n'a pas fait ce cursus-là. Donc, on a vraiment fait licence master déjà, et les médecins, ils ont déjà leur ordre, donc on n'entre pas dans dans, dans leur dans leurs critères d'adhésion. Mais pour les Canadiens, en fait, on ne peut pas porter le titre de psychothérapeute si on n'est pas psychologue ou médecin.
Et les autres, ils peuvent pas le faire. Donc nous, on s'est basé sur ça. Et au Tous niveau oui? Pardon, je vous ai coupé, mais tous les psychologues Ah, Caroline, psychothérapeutes Caroline, tu sont peux une répéter fonction la de question? formation. Oui, Parce qu'il y a eu un, oui, ça coupe. il y a un Oui, énorme Oui, bug. oui, ma connexion est instable. Ça marche là? oui. On t'entend. Voilà, c'est bon. Ok. Je disais, tous les psychologues peuvent être psychothérapeutes. Il n'y a pas de distinction de formation de clinique et psychopathologie, du coup, chez vous? Euh, non, tout psychologue, c'est-à-dire que par rapport par rapport aux formations qu'ils ont fait, mais c'est pour ça qu'ils vont vers la psychothérapie. Alors, attendez, je ne comprends pas bien. Par exemple, si une personne a son diplôme de psychologue, c'est-à-dire qu'il a son il est psychologue, il n'est pas forcément psychothérapeute, mais il faut qu'il ait fait une formation supplémentaire dans les diverses techniques pour être psychothérapeute. D'accord. Donc, en fait, et un psychologue clinicien qui a fait clinique et psychopathologie, du coup, ne peut pas être psychothérapeute de fait. Il faut qu'il fasse une formation complémentaire? Oui. D'accord. Ça me semble tout à fait normal et logique, Caroline. Je pose la question puisque ce n'est pas le cas, c'est pas le cas Pas en qu'en France. France, je le sais. Et nous, on est toujours différents. Donc, c'est vraiment toute la question finalement du professionnalisme, j'ai envie de dire, puisque quand on sort de l'université, on a un bagage théorique. En France, on n'a pas d'internat, hein, on a des stages, mais qui sont plus ou moins encadrés, plus ou moins développés au niveau des pratiques que va pouvoir réaliser le stagiaire psychologue. Et donc, la formation complémentaire n'a rien d'obligatoire. Les encadrements des types de thérapies qui vont être utilisées n'ont rien d'obligatoire. Donc, nous, en fait, on a le titre de psychothérapeute qui est encadré depuis 2010 hein, sur le plan légal. Donc, ça fait quand même 11 ans. Mais pour autant, finalement, on peut sortir de l'université, n'avoir aucun outil de psychothérapie spécifiques sur lesquels on s'est formé et pouvoir mettre sa plaque de psychothérapeute. Donc nous, c'est un petit peu ce qui pose question, enfin, ce qui a posé question au pouvoir public quand on a eu l'occasion de les rencontrer précédemment sur un autre volet, dans une autre association dans laquelle, enfin association groupe dans lequel j'étais, qui nous ont posé ça en fait, qui nous ont posé qu'en fait n'importe quel psychologue finalement pouvait faire de la psychothérapie. Donc c'est pas tout à fait le cas puisqu'il y a quand même cette spécialité en clinique et psychopatho qui permet d'avoir des fondamentaux quand même pour connaître les troubles psychiques, mais pas forcément les outils. Tandis que vous, ben, vous êtes allé finalement un cran plus loin en donnant ce titre avec une formation pratique finalement, Oui. qui est censée, hein, parce qu'être psychothérapeute, dans une thérapie, être dans une pratique, pas être que dans un diagnostic non plus. Donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue, Encore une fois, votre expérience. ça découle aussi de deux choses, c'est-à-dire qu'il y a notamment l'historique avec les missionnaires canadiens, québécois. Ah, ça bloque un petit peu. Alors, apparemment, on a des soucis de connexion. Est-ce que tout le monde s'entend? C'est bon? Non, pas encore. Oui. On n'entend pas la collègue, là, sa caméra, Ouais, sa vidéo. c'est bloqué pour l'instant. Ah, c'est en train de Pour reprendre. qui? Pour moi? Oui, pour vous. Mais en même temps, on a à peu près 10 000 km d'écart, donc c'est un peu normal parfois que ça ne fonctionne pas bien. J'étais en train de répondre à quelque chose, D'accord. mais peut-être que vous vouliez mettre des précisions plus tôt. Oui, je rebondissais sur ce que disait Caroline. Justement, on est parti sur votre problématique de la définition de psychothérapeute. Donc, on a vraiment essayé de cadrer au maximum pour éviter les dérives. Bah, c'est-à-dire qu'il faut bien si on peut être un mauvais exemple à ne pas suivre, c'est que ça peut permettre d'autres pays à avancer. On en est ravis. Mais d'une certaine manière, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a eu la question historique des missionnaires québécois, canadiens il y a longtemps. Et puis, il se trouve qu'on s'en est rendu compte après coup. Moi, un de mes superviseurs québécois a participé à la formation à Madagascar. Et comme on en a parlé un peu avant, j'ai compris que le Québec, par des partenariats, a participé au développement de la formation. Donc forcément, importe aussi une vision de ce que c'est que la psychologie, la psychothérapie. Et donc, en droite ligne, même si on parle la même langue, le français,
on va dire sur le plan culturel, idéologique. Je crois que les apports ils viennent plutôt du Québec que de la France. Et donc, on a un système qui peut nous paraître à la fois étrange et plus intéressant et plus abouti, mais parce que leur généalogie, elle est peut-être plus québécoise sur la vision de se représenter la profession que française. Je crois que c'est à peu près ça quand même qu'on peut dire, Oui. qui explique Mhm. nos différences. Hmm. Je vais vous poser un peu une question à propos de l'ordre, qui est peut-être un peu plus concrète, mais est-ce que l'ordre des Mhm. psychologues il peut intervenir dans la vie professionnelle des psychologues salariés ou libéraux? Parce qu'on s'est demandé finalement, par rapport au contrat engagé avec les employeurs, par rapport à la déontologie, par rapport à la formation, par rapport aux pratiques, comment ça se passe? Est-ce que l'ordre est déjà intervenu, peut intervenir un peu concrètement euh, dans la pratique? Alors, l'ordre diffuse les offres d'emploi, les D'accord. demandes de partenariat, les demandes de bénévolat, les demandes d'interview qui nous parviennent. D'interview Généralement, aussi. oui, D'interview. oui, oui. Mm. Oui, il y a plein d'interviews sur les chaînes nationales. Mais on est encore sur le modèle québécois. Je vous coupe un instant, mais parce que ça va passer Mhm, comme ça. Au Québec, comme je l'ai déjà rappelé, un journaliste n'a pas à écrire sur la psychologie sans à un moment donné avoir le regard d'un psychologue de l'ordre, quel qu'il soit. Contrairement à la France où tout le monde écrit ce qu'il a envie, tout et n'importe mhm, quoi, au Québec, mhm, on part du principe que pour avoir une qualité de contenu, il faut qu'un psychologue puisse voir ce qui a été dit. Et donc là, mhm. la même chose à Madagascar, ça passe par l'ordre. Les journaux s'adressent d'une certaine manière à l'ordre et l'ordre retranscrit auprès de ses membres la possibilité d'une écriture pour le grand public. Ça intrigue Caroline, je crois. Il y a les, il y a les deux, il y a les deux manières, c'est-à-dire qu'il y a le canal de l'ordre pour la demande des interviews, mais chaque psychologue peut répondre de Ça peut lui-même se faire aussi. directement. Ouais. Oui, oui. Oui, Oui. mais là, en fait, oui, je suis complètement surprise par ce que tu dis, Maximilien, parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, sur la scène publique, puisque le journaliste est quand même le communicant de la scène publique, enfin, un des communicants de la scène publique, sociale, euh, en fait, l'exercice de la psychologie est tellement bien reconnu qu'elle ne passe que par ceux qui ont ce titre-là. Alors qu'en fait, en France, on a quand même un Oui, espèce de hiatus, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si vous j'espère avez qu'il cette peut y expérience. avoir, il peut y avoir en France une mésinformation volontaire et la plupart du temps involontaire du journaliste qui ne sait pas, qui ne va pas chercher les sources. En tout cas, au Québec, bien évidemment, on en est carrément ailleurs. Et Madagascar prend aussi ce pli-là de se dire, si vous voulez parler psychologie, il faut avoir un psychologue un petit peu dans la boucle. Mhm. Mais Euh, j'étais en train d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire qu'en France, on s'est quand même rendu compte, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir expérimenté, que psychologue, c'est un peu un adjectif dans le public, hein. C'est-à-dire que la profession n'est pas forcément suffisamment bien reconnue et que du coup, on peut dire j'ai des qualités de psychologue et finalement, je parle de psychologie comme si ce n'était pas un métier. Voilà. C'est donc à la profession, à un moment donné, de ne pas attendre 40 ans de plus d'être respectée, mais c'est peut-être à elle de poser des conditions de partenariat en termes de communication. Plutôt que de prier qu'un jour les journalistes comprennent quels sont les enjeux et comment décrire les choses, en travaillant avec les professionnels, on est encore une fois dans l'idée d'une meilleure collaboration, d'une meilleure transmission d'informations quand même. Du coup, ce que tu dis, Maximilien, ça me fait rebondir sur, dans la présentation que vous avez fait, Kouliana, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a 30 ans, il y avait déjà eu ce projet finalement de création et que ça n'avait pas abouti. Du coup, je me demandais quels étaient les freins que vous aviez eus, pourquoi vous aviez choisi un ordre et pas une autre organisation, et puis quels ont été les freins, du coup, préalablement à ça. On fait un Ah, rétropédalage, là, en fait. On revient sur Oui, je reviens un petit peu, avant. mais parce que ça me fait penser aux questions précédentes, enfin, à ce que vous avez dit au départ. parce qu'en fait, une association n'a pas de valeur légale. On ne peut pas contrôler les gens. Alors que l'ordre, c'est un peu une partie du ministère, en fait. Et donc, comme on fait partie du ministère, on peut intervenir. Voilà, le ministère nous a donné comme mission de contrôler. Et donc, on peut le faire à travers cet article de loi, à partir de ce Parce, décret-là. parce qu'elle Et perd son s'il y a des autorité et sa récalcitrants, légitimité. Ouais.
Oui, oui. Et s'il y a des récalcitrants, on peut faire appel au ministère et c'est le ministère qui intervient. Donc, du Donc, coup, au niveau d'une association, on ne peut pas le faire. Donc, c'est vraiment au niveau de l'ordre. ouais. Maximilien, du coup, tu disais quoi? Parce que ça a coupé quand tu parlais. Bah, qu'au final, l'ordre à Madagascar vient tirer sa légitimité et son autorité, parce que c'est un terme Mhm, qu'on a du mal à entendre, mais oui, sur l'encadrement et la structuration de la profession, puisque une association ne serait là qu'à titre consultatif. voilà. Même difficulté qu'on a, et on en parlera par la suite, mais tu suis ou pas le code de déontologie, tu fais comme tu veux. À un moment donné, quand il y a Mhm, un ordre, bah, il y a la question du rapport à la loi et à l'autorité mhm, qui est oui. posée, euh, et qui fait la différence entre une association et un ordre, quand même. Mm. Mhm, oui. Oui, puis la loi, c'est la légitimité sur le plan social, en fait, hein. C'est vraiment ça la question. Euh, Mhm. et donc, du coup, quels étaient les freins il y a 30 ans à la création de cet ordre? Alors, maintenant qu'on a compris pourquoi pas le modèle associatif, Mhm. euh, Bah, justement, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur qui peut entrer et qui ne peut pas entrer, comme ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Parce qu'en fait, bah, comme on n'avait pas encore, comme je vous ai dit, tous les psychologues étaient des étudiants à l'étranger. Donc déjà, par exemple, au niveau de l'ancienne URSS, c'était doctorat. Au niveau de la France, c'était le DEA ou DESS à l'époque. Ouais. DESS, voilà. Et après, il y a d'autres personnes qui étaient des sociologues, qui voulaient être psychologues. Donc, à partir du moment, voilà, allez, chacun montre son diplôme. Donc là, ça a freiné. Alors que Je rejoins nous, ça. notre avantage, c'est qu'avec, oui, Non, mais j'allais dire, notre c'est avantage, rejoint ce qui s'est passé en 85 en France, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on se cale sur tout le monde ne peut pas être psychologue parce qu'il a fait la demande, quoi. oui, voilà. sauf que nous, en fait, on a encadré le titre de psychologue sur le plan légal, mais pas la pratique de la psychologie. Vous n'aviez pas encadré le titre de psychologue sur le plan légal, mais vous avez fait d'une pierre deux coups avec l'ordre en encadrant et les titres et la pratique. D'accord. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais nous, avec l'aide du LMD, en fait, ça nous a permis d'harmoniser un peu par rapport au diplôme, justement. Mm. Donc, vous, la question pour l'installation d'un ordre, c'était qui peut pratiquer, qui est psychologue. Et Mhm. finalement, il n'y a pas eu de question. Maximilien a un petit peu jeté le mot du côté de ce qui dérange un petit peu en France, ce qui peut faire peur, cette question du rapport finalement à la loi, du rapport au Mhm. cadre. Vous l'avez soulevé Mhm. par rapport à la protection des usagers au départ. Il y a l'encadrement du coup de la pratique, mais finalement, ça n'a Oui. pas, dans ce que vous dites, j'ai pas entendu en tout cas d'inquiétude de la part des professionnels sur leur propre pratique en établissant un ordre. C'était finalement pas ça l'enjeu. Non, du tout. Ben, au contraire, tout le monde attendait ça. Voilà, ça légitimise plus notre travail que ça nous fasse peur, en fait. Mhm. Oui, puis dans ce que vous dites là, c'est plus qu'une légitimité de votre travail, c'est aussi de votre place, Mhm. au sens Oui, large oui, oui. finalement, au sens très large. Mm. Mhm. Mais alors, si on reprend, parce que là, on est dans une vision idéale, l'ordre, il peut intervenir positivement ou négativement dans la vie des psychologues? Comment ça se passe concrètement, alors? On en était où, voilà, dans la diffusion des offres. Oui. Normalement, on n'intervient pas dans les contrats de travail. Chaque psychologue gère son contrat. Après, chaque psychologue peut consulter quand même l'ordre. Voilà, il y a telle chose qu'on me demande. Est-ce que ça fait partie du code ou pas? Est-ce qu'on peut me transmettre le code pour que je puisse montrer à mon employeur? Mais l'ordre n'intervient pas directement Hmm. sauf dans les contrats tripartites où l'ordre est une entité morale. Par exemple, lors de la pandémie, il y a eu un contrat tripartite entre l'État, une ONG et l'ONPM. Et donc, on a été signataire, on s'est battu pour le salaire des intervenants, mais c'est tout. Seulement quand on est impliqué, en fait.
Mais sinon, c'est chacun gère son contrat à lui, mais on peut être appelé à titre consultatif. D'accord. D'accord. Alors là-dessus, il y a une différence, par exemple, avec l'Ordre des médecins en France, Mhm, qui a justement une portée de protection de l'exercice de la médecine et qui, du coup, peut mhm, intervenir s'il y a une difficulté, que ce soit dans le privé comme enfin, que ce soit un médecin installé à titre libéral, mhm, que ce soit un médecin salarié dans une institution privée ou publique. euh, mhm, Ils ont cette possibilité finalement de saisir les conditions d'exercice de la médecine que définit l'ordre pour protéger mhm, leur contrat. Voilà, donc c'est un autre ordre hein, voilà, mhm. Oui, oui, oui. moi, ayant beaucoup travaillé dans le milieu médical, Mhm, également, voilà, j'ai posé un petit peu ces questions parce que finalement, la réglementation, elle va des deux côtés. Elle va du côté de la protection de l'usager mhm, et puis également du praticien, quel que soit le domaine de pratique, qui a besoin aussi d'un cadre sur lequel s'adosser pour pouvoir garantir son travail. Et si ce oui. cadre n'est pas protégé, il peut être lui mis extrêmement en difficulté. C'est aussi des questions qui peuvent aller jusqu'à des points éthiques très très durs à tenir. Surtout, Mhm, alors, mhm. pour les médecins, je ne me permettrai pas de parler de leur métier, mais pour les psychologues, c'est ce qu'on peut rencontrer. Donc, Mhm. vous en êtes où, du coup, par rapport à ça là, enfin, j'embraye sur une autre question, mais ça l'amène un peu. Oui, Est-ce que ben, vous avez toutes des les questions difficultés? du cadre, on l'a mis dans le code de déontologie. Oui. Et c'est-à-dire qu'on était encore plusieurs psychologues à travailler sur ce code. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fait pour nous protéger et pour avoir une visibilité sur notre travail. Donc ça, on l'a mis dans le code de déontologie. Alors, ce sera Mais je une... rebondis un peu sur la responsabilité de l'ordre. Notre rôle également, c'est de la protection du public. Donc, s'il y a des plaintes au niveau du travail qu'a fait un collègue, bah, c'est à nous également de faire une enquête déjà et de monter le dossier jusqu'au conseil de discipline si les faits sont avérés. Ça Mhm. peut être Il y a quoi cette comme, partie aussi. ça peut être quoi comme fait, du coup, sur lesquels vous avez à statuer sur la responsabilité du psychologue? Sur l'abus de confiance, par exemple, sur les pratiques qui ne sont pas conventionnelles. Ça peut être, par exemple, les attouchements que fait un psychologue, les attouchements inappropriés d'un psychologue, par exemple, et qu'il y a des plaintes qui remontent vers l'ordre. Mhm. Oui, donc voilà, en fait, c'est intéressant que vous fassiez remonter ça parce que nous, les Mhm. craintes qu'on a entendues un peu émerger de confrères et de consoeurs sont du côté de ne pas pouvoir pratiquer librement. Mais finalement, là, on est sur des questions de responsabilité alors légale dans ce que vous venez de dire sur la question de l'abus. Là, c'est même au-delà finalement du code de déontologie, hein, c'est du pénal. Mais avant ça, c'est finalement dans le rapport à un public qui peut être vulnérable, parce que quand on va consulter un psychologue, il y a souvent cette donnée-là, Oui. de pouvoir finalement renvoyer le professionnel à son éthique dans la pratique. Et voilà. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir, en effet, garantir un professionnalisme et pouvoir en répondre. Voilà, Oui, parce que... mais la nuance, c'est que ça intéresse peut-être le droit commun, mais qu'il n'y a pas forcément de sanctions disciplinaires et professionnelles quand il n'y a pas l'instauration de ce contrôle. Donc, on peut être Mhm. amené à être sanctionné sur le plan pénal, mais continuer à exercer quand il n'y a pas ce fonctionnement-là. Donc là, l'ordre ne se substitue pas à la justice et au droit pénal. C'est important de pouvoir l'entendre, ce point-là. Tout à Mhm. fait. Justement, on parle un peu de déontologie. Tu voulais partir un peu sur ces questions-là à un moment donné. Donc, Euh, ben là, alors je ne sais pas si on a fini sur le premier chapitre, enfin le chapitre dans lequel on était. ouais. Mais bon, peut-être que c'est intéressant de suivre cette dynamique-là aussi, c'est-à-dire que vous vous êtes appuyé du coup sur le code de déontologie que vous avez constitué, là, que vous avez travaillé pour pouvoir encadrer les pratiques. Mhm. Du coup, quelle valeur il a? Alors, comment vous l'utilisez? Comment ça s'articule concrètement sur le terrain?
Pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment l'utiliser puisqu'il n'est pas encore sorti. On attend encore la décision du gouvernement de le valider pour que ça sorte comme un décret aussi. Donc, pour l'instant, on diffuse au niveau des psychologues pour qu'ils s'imprègnent déjà de ce qu'il y a dedans, pour qu'ils suivent déjà le cadre qu'on a mis en place, mais on attend encore. Ça revient peut-être à la question de la jeunesse de votre ordre. Il est constitué depuis combien de temps? Depuis 3 ans, L'arrêté date de 2018. 2018. On a un problème de connexion. Oui. Alors, Maximilien a fait le rattrapage historique, mais du coup, depuis que 3 ans, votre ordre est fonctionnel. Alors, on va voir si les 10 000 Oui. kilomètres se rebouclent bien. Ça va revenir. Alors, j'essaie de voir. Vous nous entendez ou pas? C'est presque bon. bon. Ça revient. La connexion Moi, est je vous là? entends. Ok. Ah, bon, l'image va continuer, elle va reprendre. Déjà, si vous nous entendez. Voilà, parfait. Caro, je te laisse. Oui, je revenais sur. Vous disiez que vous étiez en attente de la validation de la proposition du texte pour le code de déontologie pour qu'il soit du coup légiféré. Mais du coup, ça me posait simplement la question j'ai envie de dire, de la jeunesse de votre ordre. Il est constitué depuis très peu de temps. C'est là que ça a coupé, en fait. Oui. Oui, mais on ne peut pas travailler si on n'a pas le code légiféré, en fait. Oui, Donc, tout à fait. c'est-à-dire qu'il faut quand même un temps aussi pour constituer tous les articles. Et puis, au niveau du gouvernement, il faut quand même travailler sur tout ce qui est est-ce que ça adhère bien avec tout ce qu'il y a déjà sur le code de la santé? Est-ce que c'est faisable ou pas? Donc, c'est pour ça que ça traîne un peu. Oui, D'autant que, Caroline, il faut aussi se dire que, je fais une parenthèse, mais penser à un code de déontologie, voire le réécrire comme nous, on a pu le faire pendant des années, ça n'est pas la même chose que de se dire que comme finalité, il pourra être utilisé concrètement. Il y a la question des limites n'est pas posée de la même manière. Quand il peut y avoir une sanction, on ne se représente plus les choses de la même manière. Donc, je pense qu'il y a une différence entre constituer un code qui va avoir une portée concrète et un qui n'en a pas, quoi. Et donc là, vous êtes en discussion. Oui, Caro? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, donc on est complètement dans un anachronisme. Enfin, si on regarde les choses avec notre lorgnière française, et on peut ne pas le faire aussi, mais du coup, vous n'aviez pas de titre protégé, vous êtes passé par un ordre, vous avez protégé le titre, vous avez protégé l'exercice, mais vous n'aviez pas de code de déontologie protégé. Alors nous, on a un code de déontologie qui est, on va dire, diffusé dans les universités depuis des années, enfin plus ou moins d'ailleurs bien diffusé, mais qui n'est pas réglementé. Avec un titre qui est protégé depuis 85, donc depuis bien plus longtemps que vous. Donc en fait, je me questionnais en me disant, vous avez bloqué sur la création d'un ordre pendant 30 ans, mais par contre, depuis là 3 ans, vous êtes déjà attelé à finalement ce côté très pragmatique de l'utilisation, comme disait Maximilien, d'un texte, d'un code de déontologie qui a une valeur juridique et qui vous permet de définir le champ d'exercice des psychologues et à partir de là, peut-être pourrait se penser aussi la protection non seulement des usagers, mais aussi du coup du travail du psychologue au sein de l'institution, puisque maintenant vous ne pouvez pas encore le défendre, puisque finalement le code de déontologie n'est qu'un repère, mais pas un point d'appui légal. Donc, il y a toute cette mécanique-là législative et du coup sociale et du coup des impacts professionnels que ça peut avoir dans les deux sens, côté public et côté praticien, que vous travaillez en fait. Vous êtes vraiment très aux prises avec cette réalité, j'ai envie de dire, du terrain, quoi. Oui, mais par contre, on peut déjà travailler, c'est-à-dire que même si on n'a pas encore le code, si on voit déjà une personne qui n'a pas son titre ou qui n'a pas les diplômes requis, on peut déjà faire appel au ministère et ce qui s'est déjà passé, et cette personne a fait des démentis publics. Donc, ça fonctionne déjà.
Donc là, c'est par rapport au titre. Par rapport au titre et à la pratique. Mais si, par exemple, alors oui, après, il y a la question de l'employabilité dans les institutions aussi. Mhm. Un psychologue qui serait mis en difficulté dans son exercice professionnel. Alors, du coup, moi, j'ai un peu l'expérience hospitalière. Alors, je ne sais pas si ça peut matcher du coup avec madame, mais par exemple, un psychologue qui serait contraint par un supérieur, on va dire, alors un supérieur d'influence, puisque finalement, en France, le psychologue n'est pas à ce jour sous l'autorité d'un médecin, il est sous l'autorité directe du chef d'établissement normalement, donc il y a une place un petit peu particulière, mais pour autant, dans la définition d'un projet de soins, c'est quand même le médecin qui est responsable d'un projet de soins d'un patient. Donc, mettons qu'un médecin, pour ne pas le citer, fasse une forme d'injonction de prise en charge en utilisant tel ou tel test parce que lui Mhm. le souhaite, alors qu'en fait, le psychologue va définir qu'il aurait besoin d'utiliser d'autres outils, Mhm. parce qu'il identifie la problématique du patient ou son âge ou ses difficultés cognitives ou autre. Enfin, voilà, son champ d'expertise qui lui permet de choisir ses outils. Donc, nous, on a ça dans notre code de déontologie, mais on ne peut pas l'opposer. Et qui serait mis en difficulté du coup dans son travail. Est-ce que si on se projette dans le futur, alors ça fait beaucoup d'hypothèses, qu'il y ait des psychologues Mhm. qui soient embauchés, qui puissent s'adosser à un ordre pour être aidés dans le champ de sa pratique, est-ce que du Mhm. coup ça rentrerait dans des missions de l'ordre finalement de protéger ce professionnel-là? En fait, ici, la question ne se pose pas trop, dans le sens où comme il y a pas de psychologue dans les milieux hospitaliers, donc il n'y a pas vraiment d'injonction. Par contre, il y a des médecins qui envoient, par exemple, des enfants passer des tests d'intelligence pour leur dossier et tout ça. Et moi, je prends sur mon cas personnel parce qu'on n'a pas encore eu cette situation-là. Enfin, je peux appeler le médecin. Voilà, moi, je trouve que euh, cette demande n'est pas pertinente, mais plus dans ce sens, il y a pas de souci à notre niveau, en fait. Oui, parce que vous êtes en libéral. Oui. En Mais c'est pour ça que libéral, je dis que la question ne se pose pas trop, mais il y a quand même une bonne entente entre les médecins et les psychologues. Donc, oui, en libéral, je la pense question. on a aussi cette souplesse-là en France. Mhm. C'est un tour de force, mais dans les institutions, il y a beaucoup de nos confrères, quels que Mhm. soient finalement les milieux. Là, j'ai parlé du milieu médical parce que c'est Mhm. celui que je Oui. connais, mais je pense que si on va du côté du travail, si on va du côté du scolaire, si on va du côté de la police, etc., la Mhm. justice, on aura les mêmes difficultés qui peuvent ressortir. C'est-à-dire que quand le psychologue est installé dans une Mhm. hiérarchie d'établissement, Mhm. eh bien, il est complètement esselé et il ne peut pas faire valoir son code de déontologie ou quoi que ce soit d'autre dans sa pratique pour dire, voilà, mon champ d'exercice, il commence là, il s'arrête là, et j'en suis Mhm. responsable, et vous ne pouvez pas faire de pression sur moi. Voilà, c'est la réalité. Sûrement, sûrement. Mais du coup, vous n'êtes pas confronté à ces problématiques. Donc, je Oui, garderai ces questions pour un autre pays qui a déjà traité ces solutions, peut-être. Quand on Mhm. refera l'interview dans 5 ans. Voilà. Peut-être, ouais. Est-ce que tu avais autre chose? Non, Je vais pas aller autre vers, chose. je vais peut-être aller vers notre dernier questionnement parce on est en train de sortir un petit peu d'une phase de pandémie mondiale. On va pas revenir là-dessus pendant des heures, mais on s'est demandé comment le ministère de la Santé à Madagascar avait sollicité l'ordre des psychologues lors de cette Mhm. crise. Puis il y a peut-être eu d'autres crises, donc on aurait voulu savoir un peu comment ça s'est passé parce que vous m'aviez expliqué que ça avait peut-être été un tremplin d'une certaine manière, en tout cas le moment d'un Mhm. partenariat. Donc si vous Mhm. pouviez nous en dire un petit peu plus, nous expliquer comment ça s'est passé. Par rapport à la pandémie, ben, en fait, on était en première ligne, hein. On nous a sollicité directement, déjà pour la prise en charge des personnes qui étaient mises en quarantaine et qui le vivaient très difficilement. Donc, c'était le ministère de la Santé publique qui nous a sollicité. Il y a eu aussi les personnes qui vivaient des moments très difficiles lors de la maladie. Donc, on a fait des soutiens auprès de ces personnes. Et plus tard, on a fait un soutien aussi aux familles des malades ou des familles endeuillées.
Mhm. Et au fur et à mesure, c'est là que j'ai dit qu'on avait eu une ONG qui a travaillé avec nous pour justement subvenir au salaire de ces psychologues. Parce qu'il faut dire qu'on travaille bénévolement dans un premier temps. Mais bon, ce n'est pas tenable vu que la pandémie a duré plus longtemps que ce qu'on avait tous pensé. Donc, c'était devenu quelque chose de plus long et il a fallu formaliser un peu cette prise en charge. Après, ben, ils font appel à nous aussi pour la visite post-maladie, sur comment la personne a vécu, est-ce qu'il y a eu des traumatismes et tout ça. On nous a sollicité également sur les sensibilisations, par exemple les violences basées sur le genre, sur les prises en charge en milieu carcéraux, sur les prises en charge des orphelins, sur les sensibilisations de masse. Par exemple, il y a une semaine, il y a eu une caravane médicale, c'est-à-dire qu'on part de la capitale, il y a plusieurs acteurs partenaires au niveau de la santé qui font une caravane vers des régions assez reculées pour offrir justement des soins à la population locale. Et donc, les psychologues ont fait partie de cette caravane-là. Il y a eu aussi les journées mondiales où il y a des portes ouvertes. Donc, nous, on participe dans ces activités-là. D'accord, ok. Oui, donc ça rejoint la question dont on a parlé par rapport aux moyens dont disposent les ministères aussi pour, Mhm, voilà, pour mettre à disposition des psychologues. Euh, mhm, donc là, comment ils ont, dans le temps, puisque au début vous avez agi de manière bénévole, dans le mhm. temps, comment ça s'est réparti du coup au niveau des ministères? C'est le ministère de la Santé qui a porté ça? Comment ça s'est organisé? Oui, c'est le ministère de la Santé. Donc là, il a réussi à Avec. débloquer des moyens Non, c'est à travers l'ONG qui a payé. à travers l'ONG qui a payé. C'est ça D'accord, qu'il y a eu le contrat tripartite. Mm. d'accord. Ok. Tu as d'autres questions, Caroline? Bah, du coup, On peut réfléchir. Voilà. ouais, vous vous êtes organisé comment pour arriver à travailler sur le terrain? Vous avez recensé tous les psychologues qu'il y avait au sein de l'ordre? Comment ça s'est passé au niveau du maillage, j'ai envie de dire territorial, même si c'est sur une dimension, j'imagine. Voilà, il faut se représenter à quel endroit vous êtes allé sur l'île. Comment vous êtes coordonnés entre vous, en fait, les psychologues, pour agir à ce moment-là? Alors déjà, pour faire adhérer tout le monde, on a vu une conférence pour faire connaître que l'ordre est monté. Et donc, on a invité tous les psychologues à se faire connaître. Donc, Mhm. il y a eu beaucoup qui ont rejoint l'ordre. Et puis, au fur et à mesure, comme on est encore peu nombreux, ben, on connaît tout de suite, ah, il y a telle personne qui s'est installée, donc on l'invite à intégrer l'ordre. Et puis, par rapport à nos missions, parfois, ben, les gens disent, oui, on a un psychologue qui travaille ici, donc on fait des visites de courtoisie à ces personnes, on leur demande d'intégrer l'ordre, ou s'ils n'ont pas le titre, ben, on leur demande d'utiliser un autre titre pour ce qu'ils font et de ne pas utiliser le terme psychologue ou psychothérapeute. Donc, c'est petit à petit, c'est-à-dire que c'est aussi par bouche à oreille qu'on entend qu'il y a de nouveaux psychologues qui sont installés ou qui pratiquent déjà, et on intègre ces personnes s'ils s'ils, s'ils remplissent les critères d'adhésion. Du coup, l'enregistrement du titre se fait directement auprès de l'ordre. Il passe pas par un. Alors, nous, c'est l'équivalent, nous, c'est l'Agence régionale de santé qui enregistre le titre via un numéro ADELI qui va changer en numéro de professionnel de santé normalement l'année prochaine, en numéro RPPS. Mais vous, du coup, vous êtes dépositaire de l'enregistrement du titre de psychologue. Ça passe pas par un organisme d'État. Oui, je connais la Ah, on a perdu la connexion. Ça a Il y a bloqué que le moment de la nous. réponse. Il faudrait que ça bloque quand tu poses la question et que ça se débloque au moment de la réponse.
Je ne sais pas si vous nous entendez. Non, en fait, il n'y a que nous qui dispensent cela. Alors, je crois moi, j'ai eu du mal à entendre. Il n'y a que vous qui? D'accord. Euh, Ouais, il faut que ça oui, se... j'ai entendu, voilà, est-ce qu'il y a un lieu pour déposer le titre? Donc, non, en fait, il n'y a que l'ordre qui charge aussi. Je pense qu'il faut qu'on attende que ça se reconnecte Ouais. bien, parce que là, Il n'y on a est... que l'ordre, en fait, qui enregistre le titre de psychologue. Voilà, cette personne. Oui, c'est Yana, pas je vous bon. propose qu'on attende que votre connexion se Ouais. rétablisse bien, Donc, parce que là, du coup, votre voix est Euh, robotisée. c'est pas une instance du ministère finalement, c'est bon? et c'est l'ordre qui est garant. En plus, Vous je- m'entendez ou pas? Est-ce que oui, vous m'entendez? on vous entend mieux maintenant. Alors, L'image est encore figée, mais on vous entend mieux. on vous entend, mais l'image est figée, donc Non, voilà. non. C'est Ah, vraiment pas et ça ne comme refonctionne plus. ministère. Peut-être qu'il faut attendre un instant que l'image revienne, mais donc oui, Caroline, ce qui veut dire que, mais je pense que c'est plus logique puisqu'il y a un rattachement interministériel. Donc, si on enregistre les psychologues, pourquoi on les enregistrerait dans ce ministère plutôt qu'un autre? Et donc, l'ordre est garant de ça. Oui, c'est bon, vous nous avez rejoints. On est à Madagascar, ça coupe. Oui, bah, vous savez, ici aussi, des fois, la connexion, ça coupe. Mhm. Oui, en fait, la question, c'était par rapport au recensement, vous avez finalement fait vous avez dit des visites de courtoisie, donc vous arrivez assez facilement à vous connaître les uns les autres sur l'île. Euh, Mhm. et du coup, je posais la question en fait de l'enregistrement du titre, mais euh, finalement, c'est l'ordre qui est dépositaire de l'enregistrement du titre, c'est pas un Oui, ministère quel qu'il soit. non, Euh, du tout. Il n'y a que l'ordre. Et comme on se disait, étant donné que vous êtes rattaché à plusieurs ministères, mhm, d'une certaine manière, c'est encore plus logique parce Mhm. que vous n'allez pas vous inscrire à un ministère plutôt qu'un autre. Et puis, s'il Oui. y a quatre ministères, les listes, elles sont sur quatre ministères, ça ne voudrait rien dire. Mhm. Donc, finalement, c'est l'ordre qui est garant de ça, quoi. qui Oui. centralise. Mhm. Et en fait, on centralise et comme on a notre site web, ben, tous les psychologues répertoriés sont mis à jour régulièrement. Donc ça vous permet de diffuser l'information aussi bien aux psychologues qu'aux patients, d'avoir Patient, oui. Hmm, Mm. d'accord. Ok. On a fait un peu le tour de nos questions, Caroline. Mais quelque chose me dit que tu vas trouver une dernière chose au moins à interroger. Ah, on peut toujours trouver. Et puis, si vous avez des choses à ajouter, il ne faut pas nous le dire aussi, hein. Il y a peut-être des éléments sur lesquels vous auriez aimé nous donner des précisions. Non, j'ai répondu à toutes les questions. Oui, Je vous avez pense répondu. Mais parfois, c'est bien de que- répondre à des questions qu'on ne nous a pas posées, et parce que oui. nous, on est de notre vision, mais Mhm. Caroline, sinon, Caroline, peut-être tu as des éléments? Non, mais vous avez pas mal répondu sur l'accès aux soins psychiques qui finalement bon, voilà, est quand même limité. Du coup, ça s'organise, enfin limité pour une question de moyens, une question de place du psychologue dans les différents établissements. Mhm. Vous appuyez beaucoup sur les ONG, du coup, pour pouvoir avoir finalement cet accès-là. Mhm. Si, enfin, moi, c'était plutôt une question de type de souffrance finalement sur le terrain, pour avoir un petit peu creusé la question par rapport à la réalité malgache. J'ai entendu que il y avait quand même beaucoup de problématiques de violence, Mhm. d'atteinte sexuelle, de violence intraconjugale, Mhm. voilà, de maltraitance liée aussi à une précarité très importante de Oui. la population malgache, des questions de famine qui sont apparues énormément après, notamment enfin, déjà, c'est la situation du pays avec cette précarisation-là, mais Mhm. aussi les effets de la crise du Covid qui a vraiment mis à mal le pays. Voilà, Mhm. donc du coup, je me disais, alors, avec cette réalité sociale-là,
finalement, bon, comment le psychologue intervient entre le volontariat, le bénévolat, voilà, comment il se dépatouille de toutes ces problématiques avec peu de moyens gouvernementaux. J'ai ouï dire que le ministère de la Santé, sur certaines organisations d'événements, poussait à les favoriser, mais sans forcément mettre des moyens dessus. Oui. Je pense notamment à des événements festifs lors desquels des espaces d'accueil ont permis à des femmes victimes de violences de pouvoir parler en toute discrétion de ce qu'elles pouvaient vivre. Et finalement, de ce que j'ai entendu, c'était favorisé uniquement par des associations, c'est-à-dire que le gouvernement a dit allez-y, mais on n'a pas les moyens pour vous aider à travailler convenablement. Alors voilà, comment vous vous organisez? C'est des questions, j'ai envie de dire, voilà, très sociales finalement, hein, mais comment les psychologues au sein de l'ordre réfléchissent autour de ça? Voilà, c'est plutôt une question, j'ai envie de dire, à la marge de tout ce qu'on a pu poser auparavant, mais pour venir sur Non, la mais réalité. elle est pertinente. Voilà, laissez répondre. Elle est pertinente la question parce que justement, nous, on se fait connaître, mais si on ne peut pas aider, ben, c'est un peu dommage. Donc, on essaie vraiment de trouver des partenaires pour nous aider à financer les psychologues. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ordre, on n'est pas voué à avoir beaucoup d'argent, on part juste sur les cotisations. Donc, en dehors des bénévolats, on cherche des partenaires pour payer les psychologues pour faire ces activités-là. Donc, comme vous dites par rapport à la maltraitance, il y a eu une ligne verte qui se met en place pour aider ces personnes. Et après, il y a eu une prise en charge. Il y a des centres, en fait, toujours financés par des ONG qui prennent en charge et qu'on peut prendre gratuitement les personnes, mais que les psychologues sont payés par les ONG. C'est toujours dans ce fonctionnement. Okay. Donc, nous, c'est vraiment mobiliser avec les partenaires pour pouvoir agir plus largement. Ok. Bon. Bon, je vais arrêter là sur les questions. Oui, mais ça nous donne une autre vision et je pense il y a un effort de représentation pour les Français, mais c'est vrai que ça implique une autre façon de travailler, un autre exercice et puis on sent que ça va évoluer d'une autre manière et qu'il y a la question financière aussi qui va être importante pour l'existence de la profession. Voilà. Oui, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour vous, là, sur les remboursements et tout ça. Ah oui, ça, c'est une question qu'on n'a pas abordée sur les remboursements. Allez-y. Donc, pour l'instant, les personnes qui viennent consulter en privé, soit paient de leur poche. Donc ici, il n'y a pas d'assurance maladie. Voilà, il y a une partie qui est remboursée déjà. Donc, ils investissent dans les assurances santé. Et après, ils se font rembourser par ces assurances santé pour ceux qui peuvent se le permettre. Il y a aussi des prises en charge des employeurs qui, pour le bien-être de leurs employés, en fait, ils appellent des psychologues consultants. C'est-à-dire que le psychologue ne travaille pas pour l'entreprise, mais vraiment travaille en dehors de l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui paie les consultations. Et, et en fait, là, on essaie vraiment, c'est un de nos projets, hein, de demander aux assureurs de rendre un peu plus automatique ces remboursements lorsque ce sont des personnes à titre individuel. D'accord. Ouais. Et j'avais une question qui n'a rien à voir, mais du coup qui me vient là par rapport à l'expertise du psychologue. Est-ce que vous êtes requis sur des expertises judiciaires? Et est-ce que vous avez une liste des psychologues qui intervient sur ce type d'expertise? Généralement, à Madagascar, en fait, les expertises, ce sont les personnes fonctionnaires qui font. Donc là, on a juste, je crois, un psychologue qui est appelé à être expert, mais qui est déjà âgé et qui était là depuis 40 ans. Sinon, on réfère vers les pédopsychiatres, par exemple, pour les enfants. Les pédopsychiatres qui sont fonctionnaires, et c'est eux qui vont au niveau du tribunal.
Il est fonctionnaire rattaché à quel service, pardon, quel ministère? Santé, toujours. Santé, d'accord. Donc, s'il y a une expertise juridique, Mhm. mettons pour, je ne sais pas, qualifier un trouble psychique dans une agression, côté agresseur ou enfin, côté auteur ou côté victime, un impact psychotraumatique, qui est-ce qui le réalise? Comment ça se passe chez vous? Il n'y a pas ça ici. Ah, d'accord, ok. Les actes judiciaires, c'est plus par exemple pour les divorces et pour définir avec quels parents l'enfant va être, qui va avoir la garde de l'enfant. Et parfois, quand c'est très difficile, ben, on fait appel au pédopsychiatre. D'accord, ok. Ok, il Et par rapport aux victimes agresseurs, il y a n'y a pas. pas, en tout cas, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est déjà dans la routine. Ouais. Comme on a parlé des violences intraconjugales et bon, voilà, de toute la maltraitance qu'il peut y avoir, ça me posait la question de la prise en charge des victimes derrière et de comment les Mhm. psychologues intervenaient à ce niveau-là, en fait. Il y a des centres spécialisés pour les personnes victimes des violences et donc il y a des aides juridiques et il peut y avoir des soutiens psychologiques. Donc vraiment, il y a des centres connus qui s'occupent de ça. Oui, du soutien, mais du coup, pas de l'expertise du préjudice psychique en plus du préjudice physique. Mhm. Ouais. En fait, s'il y a violence conjugale, par exemple, le circuit, c'est déposer une plainte au niveau du commissariat. Et après, la personne va voir un médecin pour faire une attestation sur ce qui a été subi. Mais le médecin suffit, le psychologue n'est pas forcément sollicité. Oui, donc il n'y a que la prise en charge de l'atteinte physique. Je vous Mhm. pose la question, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé et en France, c'est assez disparate de ce côté-là, hein, du côté de la prise en compte du traumatisme psychique en cas d'agression, qu'elle soit physique, sexuelle ou autre, ou verbale. Enfin, Mhm. Mhm. et du coup, il y a un peu voilà, un manque de moyens et de représentation de ce côté-là. Et je me demandais du coup, dans un pays dans lequel malheureusement c'est très 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 présent, qu'est-ce qu'il en était de la prise en Mhm. charge? Et donc du coup, il reste du travail à faire de ce côté-là. Oui. Ok. Vous avez des associations hein, qui œuvrent du côté de la prise en charge des psychotraumas, notamment EMDR France, EMDR Europe. Je sais qu'il fait des missions Mhm. à Mada, parce Mhm. que je suis praticienne EMDR aussi, donc je connais un petit peu les missions qui sont faites. Je sais que c'est des missions de soutien, en fait, de formation ou d'accompagnement de la population, Mhm. mais Mhm. pas à ma connaissance du côté de l'accompagnement judiciaire, enfin voilà, de toute cette partie-là, parce que la réparation de la personne passe aussi par la reconnaissance de l'atteinte psychique. Mhm. Donc, donc, du coup, il y a à la fois la reconnaissance des faits et puis à la fois la reconnaissance du Des préjudice impacts. psychotrauma. Oui, tout à fait. Oui. Pour l'instant, c'est encore un domaine, enfin, c'est un projet, À travailler. mais pour l'instant, je ne vais pas dire pas prioritaire, puisque avec, avec cette politique de la violence basée sur le genre, c'est d'actualité, mais comme on n'a pas de ressources humaines et comme on n'a pas les ressources financières euh, pour travailler dessus, ben, c'est un peu en suspens. Ouais. Ok. Donc, il va falloir des moyens, Mada. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie toujours de chercher des partenaires qu'on puisse agir beaucoup plus largement et pas juste dans la capitale. Mais je me demandais, Mara, du coup, c'est une question, je ne sais pas si quelqu'un ici de nous trois a la réponse, s'il y a des associations internationales qui peuvent travailler de ce côté-là, oui. Puisqu'on a des associations internationales du côté des formations en psychothérapie, on a des associations qui interviennent pour donner des moyens de soins en urgence, mais Mhm. finalement, sur le plan légal, alors après, chaque pays est assez loin, hein, mais Mhm. voilà, ça pose une question, mais je ne sais pas si elle a sa place ici. Parce que c'est toujours un champ d'action à entreprendre, hein. On en Après, dit. ça dépend de la priorité de chaque pays.
Oui, tout à fait. Ben, on en discutera peut-être dans des liens internationaux. Ce sera un Bon, autre sujet peut-être. je pense qu'on a fait un tour intéressant, une bonne introduction sur tout ça. Et je pense que ça nous a ouvert un peu des réflexions sur comment va évoluer Madagascar, comment ils ont fonctionné. Évidemment, nous, ça nous permet aussi de nous reposer des questions sur comment on fonctionne. Mm. Donc, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette interview. Et puis remercier Caroline aussi d'avoir épaulé sur toutes ces questions. Je vous remercie en tout cas toutes les deux. Je remercie Caroline également. Bah, merci Maximilien pour toute l'organisation de l'interview, la qualité de travail à chaque fois que tu produis sur ces formats-là. Et merci Koulouiana du coup pour tout le temps que vous nous avez accordé et voilà, tout le développement aussi que vous avez pu apporter dans cette interview. C'était super intéressant. Merci. D'accord. Bah, merci à vous aussi d'avoir pris le temps de nous questionner, même si on est à 10 000 kilomètres. Et puis, c'est toujours agréable de partager sur ce qu'on a pu faire si ça peut aider. Merci à vous en tout cas. Merci, ça nous aidera. À bientôt. D'accord. Au revoir. Au Au revoir. revoir.